Mais pour le moment, sur Énergie, on vous en parle depuis tout à l'heure. C'est Alban Bourdi qui est notre invité et ce soir. Bonsoir Alban. Bonsoir. Ah, Bonsoir. ça fonctionne, c'est parfait. Ça va bien Alban? Très bien, merci. On est ravis de t'avoir ce soir dans l'émission. Alban, tu as écrit Un bisounours au pays des sectes, au pays des sexes d'ailleurs. Toi, pendant 3 ans, de 2010 à 2013, tu as vécu dans une secte. Cette secte s'appelle Ashram Shambhala. C'est considéré comme, par beaucoup d'experts comme une des organisations sectaires les plus dangereuses au monde, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu peux nous présenter cette organisation, nous dire éventuellement à quel type de secte, puisqu'il y a différents types de sectes, à quel type elles sont rapportées? Oui, bien sûr. Il y avait différents. Enfin, c'est une organisation internationale qui est née en fait à Novosibirsk, donc en Russie, qui est partie de Russie, mais elle est très déployée sur différents continents. Donc, il y a des fois des approches, on va dire, j'ai envie de dire du marketing un petit peu différent selon les pays, quoi. Des fois, c'est très axé sur le yoga ou sur le chamanisme sibérien, vraiment, qui est l'activité de base. Moi, j'ai connu comme ça un chamanisme sibérien, puis comme ils sont de cette région-là, on parlait beaucoup de ça. Mais ils pouvaient, en fonction de... S'ils s'adressaient au milieu d'affaires, ils parlaient coaching. S'ils s'adressaient à des gens plutôt orientés New Age spirituel, ils parlaient yoga, tantra. Donc c'est un peu à la carte, quoi. Le but c'était d'adapter. Tout est bon pour amener des gens. Adapter le discours, c'est ça, pour rameuter le plus de gens possible, comme tu disais. Et toi, comment tu t'es retrouvé enrôlé dans cette secte? Parce qu'on le disait tout à l'heure, voilà, tu as été diagnostiqué surdoué à l'âge de 5 ans. Donc c'est bien la preuve que ça peut arriver à tout le monde. Tu étais à ce moment-là, je crois, tu avais une librairie, c'est ça? Oui, je venais juste de la quitter. En fait, j'ai eu pendant 3 ans, et puis j'ai rencontré donc la personne qui m'a amené dans ce mouvement-là, juste à la sortie, on va dire, de cette librairie. Elle t'a contacté comment? C'est pas elle qui m'a contacté directement, c'est une histoire un peu bizarre, une personne que je connaissais pas qui m'a mis en contact avec elle très rapidement. Et ça s'est fait très vite en fait, parce que c'était comme ils voyageaient toujours, les mentors, les personnes qui recrutaient cette organisation, en fait, ils avaient toujours un voyage en vue. Donc, quand ils étaient là, il fallait faire le maximum d'activités possibles, rapporter le maximum d'argent. Donc, ça s'est décidé 4-5 jours avant, que c'était un truc un peu fou, parce qu'il a été proposé au début, c'était d'aider à l'organisation d'un truc qui allait se passer là 4-5 jours après. Puis après, j'ai vu que c'était comme ça que ça fonctionnait tout le temps. Et moi, si je me suis retrouvé vraiment là, c'est que vraiment j'ai été très impacté, on va dire, par cette femme. C'est devenu assez rapidement un sentiment de l'ordre d'amoureux, quoi. Mm-hmm. Mais au début, c'est vrai que ça paraissait assez miraculeux ce qu'elle disait. Puis bon, il y avait une espèce d'effet de mode, je crois, à l'époque sur le chamanisme, beaucoup, peut-être encore dans certains milieux, c'est vrai, mais à ce moment-là, en tout cas, je connaissais pas mal de gens qui étaient intéressés par tout ça. Donc ça, il y avait un côté, ça sent. Et ils t'ont fait croire quoi concrètement? C'est-à-dire quand je me suis retrouvé dans des stages vraiment d'adeptes, on nous faisait croire qu'on était des espèces d'élus, qu'on avait accès à la première spiritualité, là, parce que le chamanisme, ça serait censé être la spiritualité originelle. Toutes les religions seraient qu'une adaptation. Ça serait la plus ancienne des religions, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et puis, sinon, c'était des exercices, c'était rigolo, parce qu'ils nous faisaient faire des exercices soi-disant chamaniques tous les jours et tout. Puis après, un jour, en allant sur une plage, j'ai vu un coach comme ça de sportif, qui est avec un groupe de personnes un peu du troisième âge, et il leur faisait faire un mouvement, puis je me disais, c'est ça qu'ils nous font faire en fait. Donc c'était très chamanique, effectivement. Alban Bourdi. Un mouvement d'articulation très spécial. Alban Bourdi est avec nous. Il s'est échappé d'une secte. Il va nous parler de son parcours pendant quelques minutes. Juju, tu avais une question. Si vous avez des questions à la maison, vous nous les envoyez sur WhatsApp tout de suite. 0800 23456. Oui, Alban, j'ai une question. Est-ce que la secte est-ce qu'ils ont un critère pour justement recruter les personnes quand ils recherchent au fait des personnes? C'est par il y a un critère à remplir pour pouvoir, comme tu dis, ils recherchent de l'argent, donc. Il y a ça, mais il y a peut-être d'autres critères qui sont posés. Mm-hmm. Vraiment, il y avait un critère de l'argent, ou sinon c'était des jeunes. C'est-à-dire il y a un peu de critères. C'est-à-dire les personnes plus âgées, on les ciblait. L'organisation les ciblait surtout s'il y avait de l'argent. Et les personnes plus jeunes, par contre, les intéressaient un peu systématiquement, peu importe, on va dire l'argent. Mais il y avait un côté aussi, bien sûr, d'avoir des gens un peu. J'ai souvent remarqué ça, puisqu'il y avait souvent, pour recruter, il y avait souvent un aspect affectif, un aspect, on prenait des hommes qui attiraient les femmes et des femmes qui attiraient les hommes. Enfin, moi, la femme que j'ai connue, elle avait beaucoup d'impact, on va dire, par ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouaient dans la séduction. Donc, c'est vrai que des profils de personnes, qui ont une certaine
un pouvoir de séduction, on va dire, les attirer. Puis sinon, il y avait le côté argent, puis sinon, il y avait le côté aussi être capable de s'investir. Enfin, moi, par exemple, j'organisais plein d'activités pour eux en France, donc voilà, j'étais intéressant de par le fait que dès qu'on m'avait contacté, déjà, c'était pour aider dans l'organisation. Donc, j'étais vraiment là pour les aider à organiser. Donc, il y avait différents types de profils. Ils recrutaient plutôt le côté qui allait donner toutes sortes d'argent pour des soi-disant soins, pour des soi-disant stages, enfin, des vrais stages, mais enfin bon, soi-disant stages miraculeux, on va dire. Et puis, il y avait le côté des personnes qui pouvaient attirer, donc recruter parce qu'elles étaient charismatiques ou séduisantes. Et puis, il y avait le côté des personnes qui, oui, ça j'ai déjà dit, donc qui aidaient pour l'argent ou alors qui aidaient dans l'organisation. Et une fois que vous étiez dans cette secte, comment ça se passait? Est-ce que c'était, enfin, comme on dit, les participants étaient logés ou est-ce que c'était chacun chez soi et vous vous retrouviez uniquement pour des réunions? Quand on faisait des stages vraiment entre adeptes, on vivait tous ensemble. Hein, c'est-à-dire, en plus, les activités, elles se terminaient vers 1h du matin, elles reprenaient vers 6h. On devait très peu dormir. Hein. J'en ai même vu, ils se donnaient des baffes comme ça pour pas dormir. Moi, enfin, on me conseillait, je l'ai fait plusieurs fois, de faire, si on sentait qu'on allait s'endormir, douche bouillante, douche glacée, pour s'empêcher vraiment de s'endormir. Parce qu'il fallait dormir le moins possible, manger le moins possible, et penser le moins possible aussi, vraiment, parce qu'il y en avait une espèce de harcèlement. Ils essayaient de vous occuper l'esprit un maximum pour vous empêcher de réfléchir et au fait que vous soyez dans une secte. C'est ça. Et toi, tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps que tu étais dans une secte finalement? Tu t'en es vite aperçu ou Bah non, vite non, parce que les premiers mois, non. Mais assez rapidement, j'ai vu qu'il y avait quelques trucs qui allaient pas, mais je pouvais pas croire parce que je croyais tellement cette personne-là. Puis il y avait une dynamique, il y avait toutes sortes d'amis que je rencontrais comme ça, qui étaient un peu aux quatre coins du monde. Donc c'est-à-dire avec ceux qui étaient côté Est, je parlais tôt le matin, et puis tard dans la nuit avec ceux qui étaient côté Ouest du monde. Donc on parlait finalement qu'avec des gens qui étaient dans le truc. Donc non, tout beau pendant un bon moment. Après, j'ai commencé à avoir des trucs qui allaient pas, mais j'ai pas voulu y croire. J'ai voulu vraiment. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? En fait. Je voyais qu'il y avait des trucs qui étaient pas raccord avec ce qu'on me disait, quoi. J'ai fréquenté un peu de près quand j'organisais comme ça des activités pour des maîtres, tout ça, des gens qui étaient censés être des sages et tout ça. Puis je voyais que dans le comportement, c'était pas vraiment ça, quoi. Puis c'était en plus beaucoup de choses qui étaient cachées, quoi. C'est-à-dire devant les autres, ils mangeaient qu'un fruit, deux fruits comme ça. Puis en fait, je voyais qu'ils achetaient des 4 carbs bon marché et puis qu'ils s'engouffraient quand ils pensaient que personne les regardait. Des tas de petites choses comme ça qui, mis les unes derrière les autres, commençaient à me dire mais il y a quelque chose quand même qui est pas ce qui est affiché. Mais vraiment, le déclic, ça a été de rencontrer un des deux grands gourous, parce qu'il y en a un qui était en prison déjà dès le début quand j'étais. Oui, le créateur de la secte, le russe, c'est ça? Oui, vraiment le créateur. Mais après, il y en avait un deuxième qui était aussi qui co-dirigeait, on va dire, enfin qui était l'autre grand gourou. Et celui-là, je l'ai rencontré en Géorgie. Puis c'est vraiment là que ça m'a fait un sacré choc de devoir admettre ça, mais c'est vraiment là où je me suis dit, puis bon, ça c'était épique, c'était vraiment un espèce de cauchemar, parce que d'un seul coup, je voyais, en voyant ce fameux homme qu'on me disait un grand sage, vraiment, enfin les superlatifs. Presque divin, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on le présentait vraiment comme un espèce de messie. Et moi, j'ai eu un homme colérique, qui avait des mœurs un peu bizarres, et puis qui avait rien du tout de tout ce qu'on m'avait dit. Et puis en plus, j'ai vu comment ça se passait, beaucoup des histoires d'argent, des trucs avec la police qui faisait des descentes sur le lieu tous les jours, enfin. Et puis des querelles un peu entre chacun. Donc là vraiment d'un seul coup, je me suis dit oui, tout ce que j'avais repoussé jusque-là, je le prenais en pleine face d'un coup, parce que là je pouvais plus y échapper. Je voyais vraiment le grand gourou, parce que surtout que l'autre était en prison, donc c'était vraiment lui qui dirigeait l'organisation. Et puis il y avait vraiment que des trucs malsains qui se passaient dans ce truc-là. Donc là. Et le grand gourou est toujours en prison et cette secte continue à exister, continue d'exister. Oui. Normalement, il devrait être libéré cette année, parce que sa peine est quasiment finie, mais c'est ça un peu le mystère, hein. C'est que l'autre est décédé, en plus celui que j'ai rencontré donc en Géorgie, dont je parlais à l'instant, il est décédé entre-temps, et l'autre est en prison, et malgré ça, en plus, il prospère plutôt pas mal, hein, parce qu'ils ont pas mal. Il y a combien de membres? Je sais pas exactement. On parle de 30 000 membres, je crois, sur Wikipédia, mais j'ai entendu des fois plus. Mais dans ton groupe, à toi, vous étiez nombreux? Je sais pas le chiffre de quelle année il vient. Moi, j'ai participé à des stages internationaux où il y avait des centaines de participants. Il y avait beaucoup d'adeptes en Amérique du Sud quand j'y étais surtout, et puis en Russie, dans les pays de l'ancienne URSS, bien sûr.
Alban Bourdi est avec nous. Il s'est échappé d'une secte. Il nous raconte son parcours. Coco. Oui, sur le WhatsApp, on nous demande c'est quoi une secte. Donc pour ceux qui savent pas trop c'est quoi une secte, c'est un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine, généralement par rapport à une religion. Donc et généralement c'est pas très sain. C'est des groupes où on demande de l'argent. C'est tout le temps pas très sain. Oui, à partir du moment où ça porte le nom de secte. C'est vrai que quand ça porte le nom de secte, c'est pas sain du tout. Généralement on demande de l'argent ou alors on pousse les gens à faire des choses qui sont parfois pas légales ou pas très bien pour elles. Et donc voilà, c'est vraiment un groupe qui n'est pas sain et qui apporte rien de bon pour être clair. Et on nous demande aussi quelles sont les satisfactions en temps réel. Est-ce que vous cherchez à combler les manques cas par cas ou est-ce que c'est une lignée pour tous? Les membres cas par cas, non, à combler les manques au cas par cas. Donc est-ce que chaque personne, on s'occupe un peu de chaque personne par rapport à ce qu'elle ressent, ou est-ce que tout le monde suit vraiment la même lignée? Au tout début, dans la tentative d'approche, on va dire, pour recruter une nouvelle personne, on peut s'adapter un peu au cas par cas, on va dire. Mais après, non, ce qui est demandé, c'est une obéissance vraiment. Faut pas questionner, faut obéir la personne qui est plus gradée dans l'organisation. Et ce qu'on demande, c'est justement de rentrer vraiment dans le moule à fond et puis d'obéir sans réfléchir, parce que de toute façon, ils sont plus élevés spirituellement. Moi, c'est ce que me disait toujours donc la femme qui m'a recruté. Elle disait toujours, tu peux pas questionner ce que je fais et tout, parce que de toute façon, je suis plus élevé que toi spirituellement, tu pourrais pas tout comprendre et tout ce qu'il faut, c'est que tu obéisses, quoi. Et c'est vraiment une obéissance totale et une soumission vraiment très forte à ceux qui sont au-dessus. Et c'est pour tout le monde pareil, quoi. C'est vraiment le truc, c'est assez militaire même, hein, comme. Une organisation pyramidale avec le gourou au-dessus, ses adjoints et en dessous les adeptes. Et du coup, qu'est-ce qui pouvait être considéré d'illégal dans cette secte? Il y avait de quoi? On vous volait de l'argent, on organisait des je sais pas, des jeux sexuels. Dis-moi un petit peu. Alors, l'inculpation qu'il a eue quand il était en prison, donc le créateur, c'est il y a une histoire de drogue. Hein. Alors moi, ça, j'ai jamais expérimenté ça. Enfin, une fois, il y a eu un thé que j'ai trouvé vraiment très louche parce que j'ai eu une nuit complètement délirante avec mes. Je sais pas, j'ai pas de preuves. Et sinon, j'ai jamais constaté d'histoire de drogue, mais il y a une histoire de trafic de drogue. Et puis oui, des jeux sexuels en plus avec des mineurs et puis des trucs comme ça, des histoires d'abus sexuels. Moi, j'ai pas vu non plus cet aspect-là. J'ai pas côtoyé cet aspect-là, mais j'ai eu la chance de passer à côté. Qui me sont revenus ouais. Mais moi, j'avais la version européenne qui était quand même assez light par rapport à la version d'Amérique du Sud et des pays d'ancienne URSS, parce qu'en Europe, ils essayaient quand même d'afficher assez bon teint. Donc, il y avait même le stage que j'ai participé entre adeptes, c'était des Nord-Américains. Enfin, il y avait aussi des Sud-Américains, mais puis des Européens et des Australiens. Donc, il n'y avait pas les personnes de l'ancienne URSS. Donc, j'ai pas côtoyé l'aspect le plus sulfureux, on va dire, de l'organisation. Mais au niveau, l'extorsion d'argent, après, c'est difficile parce que c'est dans la manipulation. Je sais pas si on peut parler vraiment de vol. Moi, je me suis pas senti vraiment volé, mais c'est vrai que manipuler, on va dire ça, c'est sûr. Et puis, à donner des grandes sommes d'argent. Puis, j'ai vu des trucs en plus, des gens qui avaient des maladies très graves. On leur faisait croire que, oui, mais ils n'avaient pas guéri avec le soin à 5 000 €, mais il fallait qu'ils prennent celui à 10 000, puis ça allait jusqu'à 20 000 et puis 50 000. Et c'était n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment, donc là, je pense vraiment, il y a de l'abus caractérisé. Après, c'est pas forcément vol. Puis les gens, en général, veulent pas porter plainte. Donc c'est assez difficile, la question d'argent. Je pense pas qu'ils aient eu jamais de plainte au niveau de l'argent. Pourtant, pour motiver les gens à payer, j'ai lu que tu disais que les chamans disaient que ça faisait partie du processus de se délester de son argent. Ouais. Oui, ils imputent ça déjà à une philosophie de Gurdjieff, enfin une des personnes auxquelles ils se réfèrent. Et oui, que c'est une partie, oui, que plus on dépense et plus on va être soigné, et puis que c'est déjà une thérapie en soi de dépenser de l'argent. Et quand vous dites, parce que je suppose que c'est déjà arrivé que des personnes refusent, du coup, comment ça se passe? Est-ce que parfois il y a des violences ou est-ce qu'ils ont des punitions? À quel moment? Quand les gens refusent, par exemple, quand les gens n'obéissent pas tout simplement à ce qu'ils demandent, parce que je suppose que parfois certaines personnes étaient quand même un peu rebutées, donc. Ça, j'ai pas été témoin encore. Quand j'étais vraiment avec le gourou, celui qui est décédé en Géorgie, l'État de l'ancienne URSS, j'ai vu vraiment des choses, mais je sais même pas en plus si les personnes avaient vraiment désobéi, mais en tout cas, elles n'avaient pas obéi de la façon dont on attendait qu'elles obéissent. Et là, c'était vraiment,
c'était vraiment leur crier dessus, une humiliation et tout ça, des menaces un peu, mais pas. Par contre, j'ai entendu beaucoup de témoignages, et lu et entendu, mais alors j'ai pas été témoin, mais de tout ce qu'il pouvait y avoir comme punition, c'est-à-dire vraiment ils faisaient dormir par terre sur le sol froid, humide, mais ça pouvait être pas seulement pour un manque d'obéissance, ça pouvait être parce qu'ils n'avaient pas ramené assez d'argent de leur voyage et de leurs activités pour la secte. Donc il y avait le fait qu'on mangeait presque pas, mais en plus ceux qui étaient punis mangeaient encore moins, enfin des histoires comme ça. J'ai même entendu parler vraiment de violence physique, mais après moi j'ai pas été témoin de ça, mais sur Internet ça a été, puis j'ai eu un témoignage déjà personnel, plus des choses que j'ai lues sur Internet qui faisaient état effectivement de violence physique sur les personnes qui n'avaient pas été assez obéissantes ou qui n'avaient pas ramené assez d'argent, parce que c'était vraiment le truc et en plus il y avait quand même un culte de la jeunesse vraiment là-dessus, mais bien vraiment, c'est pour ça que les jeunes étaient favorisés dans le recrutement, mais même dans l'ashram, même où vivait le créateur de ce qu'on a appelé Ashram Shambhala, le nom de la secte, on va dire, de l'organisation, il y avait beaucoup de jeunes, c'est-à-dire vraiment de personnes entre 15 et 20 ans, et ceux-là avaient un traitement de faveur, ils avaient le droit un peu à plus manger, tout ça, mais plus les personnes qui étaient les mentors de l'association, de malfaiteurs, gagnaient comme ça en âge, et plus les punitions étaient sévères. On pardonnait plus facilement aux jeunes, quoi, voilà. Enfin, il y avait un culte de la jeunesse, vraiment. Et alors, tu vas en Géorgie, tu rencontres ce gourou, ce chaman, et tu t'aperçois que finalement, c'est une vaste escroquerie. Tu t'aperçois que tu es dans une secte. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir ? Est-ce que tu questionnes tes supérieurs ? Est-ce que tu pars sans rien dire ? Dès que je suis arrivé à l'aéroport de Géorgie, je suis arrivé à écrire directement à ma responsable, donc celle qui m'avait recruté, ma supérieure, oui, donc, et je l'ai confronté un peu à ce que j'avais vu, donc à la police, à tout ce que j'avais observé du comportement du gourou, et je pensais vraiment que je m'en allais, puis je lui expliquais ce que j'avais vu, que ce que j'avais vu, c'était pas possible, quoi. Mais elle m'a fait une réponse très bizarre, que je me suis rendu compte bien après que c'était une bonne manipulation, on va dire. C'est qu'elle m'a dit, mais oui, je suis tout à fait d'accord, justement, j'allais te le dire. Donc, elle m'a laissé penser qu'elle avait vu la même chose que moi, puis qu'elle quittait le mouvement aussi. Puis je me suis rendu compte quelques mois après qu'en fait c'était pas vrai, elle continuait tout pareil, mais qu'elle m'avait fait croire que pour que je continue d'organiser des activités pour elle, en pensant que je faisais plus pour l'organisation, mais que pour elle, qu'elle s'était détachée de l'organisation. C'est pour ça qu'il y a eu une phase de transition un peu bizarre de quelques mois, où en fait j'ai continué d'organiser des activités pour l'organisation via elle, tout en pensant en être sorti. C'est ce qui a fait que la sortie, la date de sortie est un peu étalée, quoi, voilà, dans le temps, parce qu'il Ils sont très très forts niveau manipulation, parce que tu t'en étais rendu compte, et malgré ça ils ont quand même réussi à te garder parmi les leurs et à te faire continuer à travailler. Coco, peut-être sur le WhatsApp on nous demande pouvez-vous faire soigner en cas de maladie et suivre un traitement, ou est-ce qu'ils refusent que vous ayez à l'hôpital? Pas mal de témoignages que j'ai, ils refusent complètement. Déjà il y a non, c'est uniquement des soins énergétiques, chamaniques. Il y a pas. Oui. Il y avait une personne justement qui était en cancer, comme ça on lui avait dit de surtout pas se soigner de la façon traditionnelle, que de toute façon c'était pour éprouver sa foi, et que s'il avait la foi, voilà, vraiment les maîtres allaient la guérir, il fallait pas. Mais il y avait un refus total de toute autorité, quelle qu'elle soit, médicale ou politique ou tout ça, hein. C'était vraiment. C'était les principes appliqués par le chaman et rien d'autre. Ben oui, c'est ça. De toute façon, il fallait pas côtoyer d'autres personnes que des gens qui étaient pas forcément adeptes de l'organisation, mais en tout cas qui étaient réceptifs, on va dire, à ce qu'on était dit. Sinon, fallait parler à personne. Sinon, en dehors de gens qui étaient conquis au moins partiellement, quoi, voilà. Et donc, alors, pour en revenir à ta sortie de secte, il y a quelques mois comme ça qui passent, pendant lesquels tu es un peu dans le flou, tu sais pas bien si tu fais encore partie de l'organisation ou pas. Et quand tu te rends compte qu'effectivement il y a rien qui bouge, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est tu veux dire par rapport à la personne? Oui, par rapport à la personne qui t'a dit, écoute, moi, je suis d'accord avec toi, et qui finalement te faisait continuer à travailler, et qui a
Pas pris la mesure du problème. Quand je me rends compte en fait qu'elle continue comme ça, j'essaie de la confronter et de lui dire comme ça, mais elle me donne des réponses assez vaseuses comme ça. Mais bon, après petit à petit, je prends des distances. Puis bon, il y a une histoire en plus. Je me rends compte en plus qu'elle me dit d'autres mensonges sur d'autres plans plus personnels, parce que c'est-à-dire que cette personne, j'avais fini par lui avouer mes sentiments. Elle disait qu'elle les partageait, mais qu'elle était dans une voie de prêtrise, donc de toute façon, il n'y avait pas de relation physique possible, mais qu'elle partageait mes sentiments et tout ça. Puis est-ce que vous pouviez pas avoir de partenaire? Elle disait non, parce qu'elle disait qu'elle était en voie de prêtrise. Oui. Après, ça contraste avec certains trucs où on parle d'activités assez orgiaques dans cette. Oui, c'est ça, où les femmes appartenaient aux chamans, entre guillemets. Et donc ensuite, Coco, peut-être une question, vas-y. Oui, du coup, je voulais te demander, une fois que tu as réussi à enfin en sortir, comment s'est passé le retour à la vie normale? Est-ce que tu as réussi à te remettre tout de suite dans le bain? Ça t'a pris du temps? Tu te méfies un peu de tout le monde? Ça m'a pris beaucoup de temps et je me méfie un peu de tout le monde, ça c'est sûr. Il y a une grande phase, c'est compliqué à apprivoiser. Puis surtout que vu de l'extérieur, je voyais que les gens comprenaient pas du tout, quoi. Il y avait ceux en plus qui étaient plutôt encore favorables, on va dire, à cette organisation, donc il y avait l'impression que je trahissais ou que Et puis il y avait tous ceux qui comprenaient pas comment j'avais pu rentrer dans ce truc-là. Donc il y avait une grande incompréhension qui est assez binaire, c'est-à-dire entre vraiment des gens, en tout cas, qui me rejetaient pour un côté ou pour l'autre, ou pour la dénoncer ou pour dire maintenant que c'était une secte ou pour être rentré dedans, mais je me sentais rejeté des deux côtés et j'avais vraiment l'impression d'être complètement sorti de la vie. J'ai l'impression vraiment, pendant quelques temps, il y avait vraiment un chaos comme ça. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'écrire justement là-dessus, parce que par l'écriture, j'ai réapprivoisé, essayé de comprendre. En écrivant comme ça, je me suis dit, je vais essayer de comprendre comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est déroulé, comment on en est arrivé là. Et j'arrive toujours pas à comprendre au début comment j'ai pu trouver tout ça magnifique, idyllique, alors que maintenant, quand je regarde les faits, ce qui s'est passé, je comprends pas ce que j'ai pu voir là-dedans. Il y a toujours quelque chose qui m'échappe un peu au niveau comment j'ai pu y croire, quoi, hein, aux différents niveaux d'ailleurs. Mais quand même d'avoir écrit, ça m'a permis d'apprivoiser comme l'expérience, de mieux comprendre et puis en plus après de pouvoir mieux l'expliquer aux personnes qui comprenaient pas, enfin développer un regard différent. Donc vraiment la thérapie, ça a été l'écriture, mais ça a été long, hein, ça a duré vraiment. Quand je suis sorti un peu fin 2012, début 2013, jusque fin 2014, je dirais, j'étais vraiment dans un état assez. Il y a eu une traversée du désert. Est-ce que tu as subi des pressions après avoir quitté cette secte? Alors pas trop. Bizarrement, parce qu'il y a eu une querelle entre donc ma supérieure et puis une autre mentor, et chacun a pensé que j'avais choisi l'autre camp. Donc j'ai eu des pressions plutôt de me dire ouais non mais tu aurais jamais dû choisir elle parce que c'est une méchante, elle fait ci, elle fait ça, mais plus que des questions vraiment. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient restés dedans, dans l'organisation, ne pouvaient pas penser vraiment que j'ai quitté. Donc ils pensaient que, comme il y avait une querelle entre ceux qui voulaient vraiment rester loyaux à celui qui était en prison, puis ceux qui voulaient le renier pour pouvoir avoir une meilleure image, on va dire, c'était devenu une querelle de cour de récréation et chacun pensait que j'étais dans l'autre camp. Ah, donc tu as pu bénéficier de ce quiproquo et de cette situation. Oui, c'est ça. Je suis parti vraiment sur un malentendu pour beaucoup de gens. J'ai vraiment bénéficié de ça, parce qu'en plus c'était une guerre tellement, vraiment de bas niveau. Très, oui. Est-ce que même au moment de la sortie de ton livre, Bisounours au pays des sectes, il n'y a pas eu de pression, t'as pas eu d'écho de leur part qui t'intimidait pour pas que tu sortes le livre, pour pas que tu le publies? J'ai eu un peu donc la supérieure, donc la femme. Il y a qu'elle qui s'est manifestée, mais elle m'a pas fait vraiment de pression, mais elle a voulu encore me dire que elle était sortie cette fois-ci vraiment de la secte et puis que donc elle aimerait bien que je parle de ça, du fait qu'elle était vraiment sortie. Je lui ai dit mais comment je pourrais te croire encore maintenant, comment, enfin, et elle a pas insisté là-dessus quand j'ai dit mais tu me dis que c'est vraiment sorti, mais des faits, enfin. Je me suis dit comment je pourrais la croire. Elle n'a pas répondu vraiment à ça, mais au début il y avait un peu une certaine pression, c'est-à-dire oui, ok, tu écris ça, mais maintenant j'en suis vraiment sorti, donc il faudrait que tu le dises, que les gens ne croient pas qu'ils sont encore. Voilà. Mais moi je vois pas même comment elle peut me dire ça avec les antécédents. T'es encore en contact avec elle? Encore me dire. Ah non, c'était la dernière fois. La dernière fois elle m'a parlé et voilà. Quand je lui ai dit mais comment je pourrais croire ça, comment je pourrais dire ça, faudrait déjà que j'arrive à le croire et je le croirais pas, donc je pourrais vraiment pas le dire. Et là elle m'a plus rien dit, j'ai plus de nouvelles d'elle. Et aujourd'hui, tu es l'un des principaux militants antisectaires en France. Est-ce qu'on peut tous se faire enrôler sans s'en rendre compte finalement? Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation? Est-ce que tu as des petites choses simples, des petits trucs qui te mettent la puce à l'oreille?
Je sais pas si tout le monde, je pense que la majorité des personnes, en tout cas, oui, peuvent se faire enrôler. Alors, on est tous à un moment donné un peu faible dans sa vie et peut-être qu'à ce moment-là, c'est le moment qu'ils choisissent pour t'attraper. Oui, et puis il y a un côté, enfin moi je vois, il y a une certaine, je dirais pas vraiment naïveté, même si il doit y en avoir un peu dans le tas, mais c'est surtout un certain idéalisme qui a été très exploité, je trouve, parce que on nous vantait vraiment un monde meilleur, un truc, une espèce de communauté fraternelle comme ça, de tous les mondes. Enfin, donc c'était quelque chose qui me parlait bien, ce truc un peu d'abolir les frontières, de rapprocher les gens, créer une espèce de famille, d'amis comme ça aux quatre coins du monde. Voilà, ça venait. Donc souvent, on va jouer sur je dis l'idéalisme, mais sur des aspirations de personnes, et on leur fait croire que c'est ça, alors que dans les faits, c'est pas vraiment ça. Enfin, il y a beaucoup mais vraiment les warnings que je mettrais beaucoup, c'est si on demande beaucoup d'argent, cela c'était quand même démesurément d'argent, surtout pour des. Ouais. Mais c'était $5 000 le stage d'entrée, c'est ça? Waouh. Oui, enfin, c'est pas d'entrée. Enfin, le premier stage que j'ai fait d'adepte, c'est ça, c'est 5 000. Et puis, c'était 3 jours, en fait. C'était annoncé comme 5 jours. En fait, on arrivait tard le soir, le premier jour. On partait à 6 heures du matin, le dernier. Donc, c'était 3 jours. Donc, 3 jours de stage. Bon, assez intensif, mais même pas intensif en connaissance ou en pratique, intensif parce qu'on nous fait beaucoup danser, marcher dans la montagne et tout ça, mais donc physiquement, ouais, c'est assez intensif, mais je vois pas du tout qu'est-ce qui peut être esprit là. Puis ça encore, moi j'ai jamais été dans les trucs qui faisaient beaucoup là, genre les bracelets, les amulettes soi-disant miraculeuses et tout ça qui vendaient à des milliers d'euros, quoi. Hein. C'est-à-dire, au début, on prenait une plus basique qui était 200 €, c'est toujours pareil, mais après, il dit, mais si vous en voulez une vraiment puissante, faut prendre celle à 500, puis celle à 1000, et puis c'est toujours sans fin. C'est un peu comme les soins, comme les soi-disant thèmes astro, alors que je voyais qu'après, il les faisait imprimer sur Internet, sur un site. Donc, il travaillait à rien du tout. Enfin, il n'y avait pas du tout de travail d'astrologue. Ils prenaient un truc sur Internet, ils imprimaient avec les dates de naissance des personnes, et puis ils faisaient payer ça 200 €. Donc, tout était, demander de l'argent partout, puis toujours plus. Donc, cette escalade, là, comme ça. Puis bon, la soumission, on va dire, l'obéissance comme ça, non, ça, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Bon, ils ont tous les soi-disant arguments qui peuvent marcher chez certaines personnes, donc quoi, comme s'il fallait lâcher son ego, fallait accepter de s'en remettre à quelqu'un de plus élevé spirituellement et tout ça, mais c'est un argument de manipulation tellement, ça peut bien marcher, mais c'est, enfin, moi, en tout cas, moi, je fuis maintenant. Forcément, si quelqu'un demande comme ça une soumission aveugle, une obéissance aveugle comme ça c'est vraiment un truc. Il faut se méfier. De côté. Ouais. Coco. Et quand tu as réussi enfin à en sortir, est-ce qu'à certains moments, tu as eu envie d'y retourner? Ah non. Non, pas du tout, ça t'est direct, pas du tout. Ah non. Bah, j'imagine que tu as ouvert les yeux, oui, et que tu t'es rendu compte de tout ce qu'on t'avait fait subir et de toutes les injustices qu'il y avait dans cette secte, donc ça t'a pas donné envie d'y retourner. Puis il y a un peu à côté des extrêmes, c'est-à-dire qu'autant à côté, j'ai vu que les côtés positifs, on va dire, si je pouvais en voir un moment, en tout cas, je voyais quelque chose de tout rose. Et puis après, j'ai voulu vraiment me cramponner à ça, même quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Mais à la fin, quand j'en sors, je vois plus que les côtés vraiment les pires, quoi. Tout ce que j'ai vu en Géorgie et tout ça. Donc non, ça me manque vraiment pas. Hein. Même si effectivement, je passe d'être très entouré par un groupe international avec qui on est beaucoup en contact, à une espèce de désert, effectivement. Mais je regrette pas ça. Même si je peux souffrir de me retrouver isolé d'un seul coup, je regrette pas le mouvement. Eh ben merci beaucoup Alban d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter ton histoire, ton parcours hors du commun. Le livre est toujours disponible en librairie. Il s'appelle Un bisounours au pays des sectes. S-E-X et secte, voilà, c'est un mélange entre sexe et secte. Et ben voilà. Merci Alban. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Et puis on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux.